Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses, du pied des montagnes suisses aujourd'hui. Un point sur l'actualité internationale. On est à un point de bascule, clairement. On est à un point de bascule, pourquoi? Parce que tout repose sur Donald Trump, en ce moment même. Il a eu la faiblesse de s'engager dans la guerre. C'est la faiblesse ou la force, c'est comme tu peux le prendre comme tu veux. Mais la guerre, c'est l'apanage des faibles, de ceux qui n'ont pas réussi à se mettre autour d'une table de négociation et de trouver une solution qui convienne à tous les partis. Aujourd'hui, Donald Trump a déclenché une guerre en Iran. Il bombarde comme une bête, il détruit l'appareil militaire iranien. Et on peut le comprendre. Pourquoi? Parce que nos amis français ont hébergé le premier ayatollah Khomeini et puis qu'ils l'ont renvoyé en 1979, en 1979, pour ceux qui parlent français, en Iran. Et tu peux bien imaginer qu'une dictature des mollahs, j'ai bien dit une dictature, un système de gouvernance des mollahs ne peut pas fonctionner. Ça n'est pas compatible avec l'économie actuelle. Donc, les gars sont les moteurs quelque part du terrorisme ou d'une partie du terrorisme. Ils nous tiennent parce qu'ils tiennent le détroit d'Ormuz. Donc, à partir du moment où plus de 20%, 20 à 25%, voire 30% de temps en temps du pétrole mondial passe par le détroit d'Ormuz, pour eux, c'est facile d'appliquer un chantage. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui, c'est la seule carte qu'ils ont à jouer. Il est bien évident que s'ils arrivent à convaincre les sociétés d'assurance de mettre des primes insensées sur tous les bateaux, ben, le prix du pétrole va monter. Donc, et c'est comme ça depuis 30 ans, voire bientôt 40 ans. Et évidemment, tous les ventres mous à la Clinton, Obama, Bush et autres ont accepté le truc. Pire, Obama, il en a fait un business, il les a même soutenus. C'est monstrueux. Et tout d'un coup, tu as un dealer, un wheeler and dealer, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un businessman qui est à la Maison-Blanche. Qu'est-ce qui se passe? Il en a marre. Lui, il veut trader, il veut faire du commerce parce qu'il veut remettre les États-Unis en position économique dominante. Il en a les moyens et il le fait. Donc, alors, il essaye de négocier pendant 6 mois, une année, et puis nos amis iraniens, ils sont devenus maîtres dans l'art de faire durer les négociations pour qu'elles aillent nulle part. Donc, à un moment donné, sur le conseil des gens qui sont autour de lui, ça peut être son secrétaire d'État, ça peut être son vice-président, c'est peut-être son ministre de la guerre ou autre, il déclenche les opérations. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée ou non? Ben évidemment que c'est pas une bonne idée. La guerre ne sert qu'à fabriquer des ennemis pour les 60 prochaines années. Est-ce que tu penses que quand des bombes assassinent ton père, assassinent ton fils, assassinent qui que ce soit dans ta famille, tu vas pardonner? Oh, peut-être que tu pardonneras, mais tu l'auras toujours au fond de toi jusqu'à ton dernier souffle. Donc la guerre n'est pas une option. Par contre, ce qu'il fait en ce moment est super intelligent. C'est-à-dire qu'il envoie 3 porte-avions qui, successivement, ferment le détroit d'Ormuz, contrôlent le détroit d'Ormuz dans l'océan Indien. Ils ont un porte-avions dans la mer Rouge pour contrôler la partie basse du canal de Suez et un autre porte-avions qui contrôle l'autre partie. Donc ça veut dire que les Iraniens sont attaqués par 3 fronts, sans compter les bases qu'ils ont en Arabie, en Jordanie. On a même l'Angleterre maintenant qui accepte que les bombardiers furtifs et autres armes viennent ravitailler et se poser sur l'île qu'ils ont en plein milieu de l'océan Indien. Bref, ils les attaquent de 3 fronts. Or, quand tu as des systèmes d'armes, tu peux te défendre sur un seul front quand tu sais d'où vient l'attaque. Quand il y en a 2, c'est déjà un peu plus compliqué. Quand il y en a 3, t'es foutu. Tu peux plus utiliser tes systèmes d'armes comme tu veux. De plus, ça permet juste à Trump de montrer la puissance de l'armée américaine, malgré tout ce qu'on a pu en dire, dans le semi-support qu'ils ont donné vaguement à l'OTAN européen, la partie européenne de l'OTAN, hein, qui, comme tu comprends bien, sont tous d'une faiblesse totale. Hein, ils ont rien. Un bon guerrier gagne la guerre, part à la bataille ensuite. Là, ils n'ont rien fait de tout ça.
Ils sont partis à la bataille, puis on essaye vaguement de gagner un truc derrière. Ce sont des ventres mous d'une faiblesse totale. On en est à un point où, il y a quelques jours, vraisemblablement, les Anglais ont attaqué, pour faire respecter les sanctions sur la Russie, ils ont attaqué un méthanier. Alors apparemment, ils ne l'ont pas coulé, mais le machin est dévasté, c'est foutu. Et c'est du pur terrorisme étatique. C'est monstrueux, mais apparemment, ce seraient les Anglais qui ont déclenché le truc. Donc, attends, c'est n'importe quoi. Les Russes, comment est-ce qu'ils vont réagir? S'ils ont la confirmation que c'est la partie européenne de l'OTAN, tu crois qu'ils vont nous soutenir? Ils vont... Non, mais n'importe quoi. Donc, ça veut dire que les Américains ont mis en place une stratégie de tenaille, en plus avec la complicité, entre guillemets, de l'Azerbaïdjan, de tous les voisins, qu'ils ont réussi quelque part à coaliser contre l'Iran. Alors, ça a double tranchant. Pourquoi? Parce que si l'Iran tire sur des possessions militaires américaines ou des infrastructures civiles américaines dans les pays voisins peuvent être tentés de penser que s'ils abritent ou s'ils s'entendent bien avec les États-Unis, c'est un danger pour eux. Alors évidemment, les Iraniens ont vaguement bombardé avec quelques drones des infrastructures civiles. Oh mon Dieu, on s'est trompé, le drone est arrivé ailleurs, etc. On voulait bombarder uniquement les installations américaines, etc. Pour moi, c'est du pipeau. Les gars savent exactement ce qu'ils font. Ils savent exactement ce qu'ils font. Bref, voilà. Donc, ça veut dire que les Iraniens jouent une carte qui est ultra dangereuse parce qu'apparemment, tous les voisins sont en train de se coaliser autour des États-Unis. Hein? Ce n'est pas très compliqué. Les États-Unis, c'est le premier marché de la planète pour la plupart des pays producteurs de quelque bien que ce soit. Le premier marché, c'est les États-Unis. Donc, on va essayer de ne pas se mettre à mal avec les États-Unis. Et puis, donc, ils sont en train... Alors, le truc, c'est que c'est super dangereux comme stratégie quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près, pour les Chinois, si tu prends le Venezuela, plus le pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz, on est à plus de 70, voire 60, donc 70% du pétrole qui alimente la Chine, l'économie chinoise, soit passe par le détroit d'Ormuz, soit vient du Venezuela. Donc, quand à peu près 75 ou 80% du pétrole qui nourrit ta nation est contrôlé par les Américains aujourd'hui, d'après toi, les Chinois, ils se sentent comment en ce moment? Je peux te dire, ils font sérieusement la gueule. Mais ils n'ont rien dit. Ils ne font rien. Pourquoi? Parce qu'apparemment, Trump est suffisamment intelligent en ce sens qu'il veut faire du commerce, il veut permettre le commerce mondial. C'est sa seule priorité, redonner à l'économie américaine ses lettres de noblesse. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de régler, d'amoindrir un peu les sanctions d'un côté, de faire en sorte que le pétrole coule un peu plus fort à partir du Venezuela. Bref, de faire en sorte que les Chinois comprennent que Trump n'est pas véritablement son ennemi. Trump, il est en train, non pas de comprendre la géostratégie, la politique internationale, il la pratique. Et c'est ça qu'il y a de beau. Alors, est-ce qu'il va réussir son coup? Est-ce qu'il va réussir à faire comprendre aux Chinois qu'ils peuvent prendre plus de pétrole russe, aux Indiens? Parce que finalement, il y a trois grands joueurs. Il y a la Chine, il y a l'Inde et il y a la Russie. Donc, il faut satisfaire ces trois nations dans leur globalité. Il leur a fait une démonstration de force insensée dans laquelle, en une semaine, il a muselé tout le militaire iranien. Ce que les Russes n'ont pas réussi à faire quand même en 4 ans de guerre pratiquement. Donc il est en train de démontrer que l'État américain, les Américains ont une puissance militaire et qu'ils peuvent l'utiliser. Et ça leur fait une expérience active, tout comme les Russes. Alors que nos amis chinois, ils n'ont pas fait la guerre depuis des décennies. Donc ça veut dire que les Chinois, ils regardent le truc, ils se disent « Oh mon Dieu !» Mais d'un autre côté, si Trump arrive à mettre en place l'équilibre qui permet de, comment dirais-je, faire en sorte que chacun y trouve son compte, finalement, le conflit non armé ne sert qu'à trouver un terrain d'entente pour que toutes les parties soient satisfaites. Et si Trump arrive à faire un truc comme ça, il va amener la paix.
D'autant plus que, tu auras peut-être vu, les Iraniens, hier matin, que ceux qui voulaient aller chercher de l'argent dans les deux principales banques iraniennes ont trouvé leur compte bloqué apparemment. Donc ça veut dire que l'État a déjà pris possession de tous les actifs de tous les Iraniens. Et c'est peut-être la goutte qui va faire déborder le vase. Ce serait merveilleux et que les Iraniens se rendent compte enfin que ce qu'on fait là, c'est pour le peuple iranien. Alors oui, il y a des dommages collatéraux, oui, il y a des morts, oui, il y a des martyrs ici et là, ok, c'est bon, mais on fait ça pour que les jeunes Iraniens aient un futur, pas dans une dictature des mollahs ou de n'importe quelle philosophie religieuse. C'est triste à dire, mais il faut les dégager de ça, les rendre compatibles avec une économie de marché où ils ne sont pas les martyrs d'un système de gouvernance qui peut bloquer tous leurs comptes à un moment donné pour se saisir de la valeur de leur travail. Alors tu me diras qu'ici en Europe, ce n'est pas tellement différent. Je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vais t'en faire plusieurs autres où je vais expliquer ce qui est en train de se passer au niveau des monnaies électroniques. On est déjà sous le sceau de monnaie électronique. Quand tu vas à la banque, tu penses bien qu'on ne stocke pas tes billets dans un coffre. C'est de la monnaie purement électronique. Simplement, pour l'instant, la mainmise de l'État n'est pas encore totalement dessus. Mais je te rassure, les règles légales et juridiques sont déjà en place et tous les gens qui contrôlent ça sont sur le point de se doter des moyens de te saisir tous tes biens, y compris ta maison si tu as la moindre hypothèque dessus. Je reviens à la situation internationale. Donc, ça veut dire que les Chinois, il faut les contenter. Il faut permettre aux Russes de sortir des sanctions. Les Russes, malgré toutes les sanctions, ils sont à 4,5 voire 5% de croissance en économie réelle l'année passée, alors qu'ils ont 1 100 000 hommes sous les drapeaux. Et ces mecs-là nous mettent la pâtée, les Russes, en termes de croissance économique par rapport à nous autres Européens qui sommes dirigés par des totaux ventre mous, par des mecs qui comprennent rien à l'économie, qui sont prêts pour défendre leurs intérêts du pouvoir et financier, à faire sauter Nord Stream pour empêcher l'Allemagne, qui est le moteur économique de l'Europe occidentale, soyons quand même clairs, de recevoir l'énergie dont ils ont besoin pour leur industrie automobile et autres. Donc, ils y comprennent rien. Ils se foutent totalement des dommages collatéraux qu'ils sont en train de générer. Et ils soutiennent même pas Donald Trump qui est en train potentiellement de rétablir l'équilibre et la paix au Moyen-Orient. Alors, je te disais au début de la vidéo qu'il y avait deux scénarios possibles. Il y a deux scénarios possibles. Soit ça passe parce que Donald Trump arrive à trouver l'équilibre nécessaire pour satisfaire la Chine, la Russie et l'Inde, et il arrive à cloisonner la stratégie iranienne, c'est la seule stratégie qui leur reste puisqu'ils n'ont plus aucune arme, qui est de mettre des mines dans le détroit d'Ormuz qu'ils n'ont pas réussi à faire, qui est d'empêcher le trafic pétrolier pour emmerder toute la planète, pour avoir mainmise quelque part par le truchement des systèmes d'assurance et autres sur le prix du baril de pétrole. Et quand tout le monde a anticipé ça, donc, ça veut dire que le pétrole, il est passé de 65 à 119 francs le baril. Et là, il est en dessous, il est dans les 85, 86. Parce qu'on se rend compte que la seule stratégie des Iraniens ne va vraisemblablement pas fonctionner vu les garanties étatiques que donne encore une fois Donald Trump en escortant les tankers, les pétroliers, pour faire en sorte qu'ils puissent passer le détroit d'Ormuz dans de bonnes conditions. Donc, tout le monde regarde. Tout le monde est en train de regarder. Mais il y a deux scénarios. Scénario numéro 1, c'est ce que je viens de te décrire. Et on débouche sur une paix artificielle, mais qui peut éventuellement redonner un système de gouvernance compatible avec une vie accomplie à tous nos amis, les jeunes Iraniens. Pas les vieux schnocks comme moi avec une barbe pas possible. Non. Ça, c'est le scénario numéro 1. Le deuxième scénario, catastrophe, c'est Donald Trump se fait assassiner. Parce qu'aujourd'hui, tout repose sur ses épaules. Si Donald Trump se fait assassiner, c'est déséquilibre total, potentiel, une troisième guerre mondiale. Pourquoi?
Parce que les Russes n'y trouveront pas leur compte, les abrutis d'Européens vont continuer à vouloir faire la guerre comme des bêtes, c'est la seule chose qu'ils connaissent. Hein? Diviser pour mieux régner. Ils veulent diviser jusqu'au sein même des familles occidentales, ils veulent diviser l'éducation, la santé, ils ont tout divisé pour mieux régner. Et c'est une monstruosité. Lis mon livre 2024, je l'ai écrit il y a plusieurs années, et je te décris tout le scénario, l'exact scénario qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais je ne fais pas que te décrire le paysage, non, je te donne les solutions. Pourquoi? Parce que j'ai bossé dans la finance toute ma vie. Toute ma vie, c'est évidemment pas ce dont je suis le plus fier. Oui, mais je comprends les mécanismes économiques. Je ne sais pas que je les comprends, je les ai pratiqués pour rendre encore plus milliardaires des gens qui l'étaient déjà 10, 20, 50 fois. Hein, des caisses de pension, des banques, des privés, des... Bref, voilà, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Donc, lis mon livre 2024 parce que quand tu es exposé à ça, que tu en es un acteur, un praticien, tu comprends ce qui est en train de se jouer. Donc, le scénario catastrophe, c'est Trump se fait assassiner. Alors, ce qui va peut-être nous sauver, c'est qu'on a comme vice-président J.D. Vance qui est complètement dans la ligne. Mais, c'est un gars super intelligent, il est nickel, il a comme secrétaire d'État Marco Rubio à ses côtés, il a Pamela Bondi comme chef de la justice américaine, comme ministre de la justice, il a Tulsi Gabbard comme, pas ministre, mais chef de l'intelligence, il a Kash Patel à la tête du FBI, etc. Et Trump, en ce moment, il a des gros problèmes. Hein? Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur même du pays, tu as vu, il y a eu des manifestants contre l'immigration clandestine, l'islamisation de certaines villes américaines. Les gars se sont fait attaquer par des islamistes qui sont venus avec des bombes remplies de clous, de boulons, etc. Et si elles explosent en pleine foule, c'est 50 morts tout de suite. Et alors, heureusement, ils les ont interceptés. Mais dans le même temps, il y a eu des aéroports bloqués aux États-Unis plusieurs fois. Il y a eu des bombes qui ont explosé à différents endroits. Pourquoi? Parce qu'il y a des dingues aux États-Unis qui refusent que pour voter, tu dois présenter une carte d'identité. En ce moment, les démocraties néolibérales, elles sont toutes en train de te voler tes élections de façon systématique. C'est en Suisse, tu as un matériel de vote que tu reçois par correspondance. C'est la porte ouverte à la fraude. La seule façon de voter, c'est que tu arrives au bureau de vote, tu présentes ta carte d'identité, tu votes à bulletin secret, il n'y a aucun souci, mais ensuite, ton nom est sur une liste des gens qui ont voté, qui est disponible en toute transparence. C'est le principe de tiers regard. C'est disponible en toute transparence pour l'ensemble du peuple. Donc, tu sais tout de suite qui a voté, qui n'a pas voté. Et peut-être que les Suisses, si leur nom apparaît quand ils ont voté, vont enfin se remettre à être dignes du système de démocratie participative dans lequel nous avons la chance de fonctionner ici en Suisse. Donc, je te le répète, la votation, tu présentes une carte d'identité au bureau de vote, tu te déplaces physiquement, tu votes et ton nom est enregistré. Donc, on ne sait pas ce que tu as voté, mais on sait que tu as voté et qui a voté. En Suisse, malgré la démocratie participative, mais rends-toi compte, on est à des taux de participation qui sont totalement misérables. On est à des 30 voire 40% de votants. C'est misérable. Si on redonne, enfin bref, t'as compris, c'est la seule façon de lutter contre la fraude électorale. Et aux États-Unis, je ne devrais même pas dire les démocrates, parce que les démocrates et les républicains, c'est le même combat. Ils mangent tous dans la même gamelle. Donc, ils sont en train de refuser qu'on ramène de l'équité dans le système de votation. Il y a la moitié des politiques, pour ne pas dire plus, qui sont contre l'expression de la volonté populaire. Et le Trump, il doit se débattre dans tout ça. Il se débat dans tout ça. Donc, inutile de dire qu'il se crée des ennemis de dingue. Et si ce gars-là se fait assassiner aujourd'hui, c'est potentiellement une troisième guerre mondiale. Et tout repose sur ses épaules. Ça paraît dingue ce que je te dis, mais c'est un état de fait. Et ce qu'il a fait dans sa première année de mandat est extraordinaire. Il n'y a aucun président de quelque nation que ce soit dans l'histoire récente de l'humanité, je parle du dernier siècle, qui a été aussi efficace que ce gars-là. Il est fantastique. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, juge-le sur les actes. Il a réformé une bonne partie de l'éducation. Il a réformé le système de santé.
regarde mes autres vidéos. Je te l'explique en long, en large, en travers. Alors, le seul truc que j'aime pas en ce moment, c'est qu'il est potentiellement en train de réformer les CBDC, les monnaies électroniques, les monnaies crypto, entre guillemets, les crypto-monnaies banque centrale, ce qui va donner un pouvoir total à l'État. Alors, s'il a la bonne idée de coupler ça à une règle constitutionnelle qui capte, c'est-à-dire qui définit la masse monétaire, comme je l'ai écrit dans mon livre 2024, eh bien là, on aura un outil qui va favoriser les citoyens. S'il ne le fait pas, on est tous dans la merde. Bref, donc il ne faut pas que Donald Trump se fasse assassiner, il faut qu'il puisse maintenir l'équilibre entre Chine, Russie, Inde, États-Unis, ramener la paix et empêcher la seule stratégie de nos pauvres amis iraniens qui aujourd'hui sont juste là pour prendre en otage le reste du monde. Bon, ben, ils peuvent essayer, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire depuis longtemps. C'est la seule solution qu'il leur reste, c'est la solution des faibles, c'est le terrorisme, c'est la guerre. La guerre, c'est la solution des faibles. La seule personne qui gagne une guerre est celle qui organise la paix. Et même si c'est par la force, c'est ce qu'est en train de faire Donald Trump. Apportons-lui son soutien. J'arrête là pour aujourd'hui. Je te remercie pour ta bienveillante et aimable attention. Paix à toi. Paix à tous les hommes de la planète. Peace out.